Le confinement l'a démontré. Pour sortir du réchauffement climatique et des pollutions, il faut réduire notre activité industrielle. Et nos élites, ceux qui nous dirigent, nous préviennent qu'il faudra travailler plus pour récupérer la croissance perdue. C'est fou. Le pouvoir relance l'activité industrielle, sachant que c'est une catastrophe pour l'avenir. On réduit l'activité économique par peur du coronavirus, mais pas par peur du réchauffement climatique. Pourtant, c'est pire, le réchauffement climatique. Vous admettrez que nos élites se comportent de façon stupéfiante, comme s'ils étaient dénués d'intelligence. Ça dépasse l'entendement. Et comme d'habitude, c'est en temps de crise que l'Europe progresse. L'avancée est historique. Les 27 pays membres vont s'entendre pour un plan de 750 milliards de relance de l'économie. Pour l'économie, pas pour l'écologie. Pour l'économie. Même pour des industries qui sont très polluantes. Alors, on nous rassure. 30% de ces sommes, c'est-à-dire un peu moins d'1 € sur 3, devront être dévolues à de la croissance verte. Ce qui, en d'autres termes, signifie que plus de 2 € sur 3 pourront être totalement dévastateurs pour l'environnement. Et bravo l'Europe, magnifique l'Europe, c'est extraordinaire, et tout le monde applaudit, même les opposants du pouvoir et les opposants du système, qui n'ont pour seul grief qu'à reprocher que ça ne suffit pas, il aurait fallu faire beaucoup plus. Et pas de panique, nous ne commencerons à rembourser que dans 8 ans, et sur une période de 30 ans. Sachant que, dans 8 ans, si nous continuons à financer la croissance de la sorte, il est absolument certain que les problèmes de réchauffement climatique seront bien plus graves et demanderont toujours plus de moyens financiers pour y répondre. Et il faudra, en plus, rembourser la dette d'aujourd'hui. Dans notre société, la pire des choses, c'est d'être dérangé. Alors, il ne faut pas dire une vérité qui dérange. Même si c'est une question de vie ou de mort. On appelle ça le déni. Et je vais me permettre de vous dire une vérité qui crève la vue, mais tellement dérangeante, que je vais vous apprendre quelque chose que vous savez déjà. En défendant l'emploi, les syndicats, les forces de gauche, les opposants au système, défendent le système et se font les plus fidèles alliés du capital qu'ils combattent. Souvenez-vous, en 2015, Manuel Valls, alors Premier ministre, a renouvelé pour l'usine de Gardanne l'autorisation de produire de l'alumine. Et donc, par la même occasion, de continuer à déverser ses bouches toxiques en plein cœur de la réserve marine de Cassis. Valls était-il fou? Voulait-il détruire la réserve de Cassis? Évidemment, non. Les lobbies, les actionnaires ont-ils fait pression sur lui pour préserver leurs intérêts? Pas du tout. 700 emplois dans l'usine, plus ce qu'en économie on appelle les emplois induits, c'est-à-dire les emplois créés par l'activité économique qui est générée par ces 700 salaires, Valls aurait fait, au bas mot, 3000 chômeurs. Les syndicats n'auraient pas laissé faire. On ne peut pas laisser 3000 travailleurs être licenciés et mis à la porte sans rien dire. Du coup, on manifeste quand l'investisseur exploite le travailleur et quand l'investisseur n'exploite plus le travailleur, parce qu'il le met au chômage. La gauche, qui condamne l'exploitation de l'homme par l'homme, manifeste pour exiger l'exploitation de l'homme par l'homme. N'est-ce pas stupéfiant? La solution, la seule et unique solution, c'est de sortir de ce système de fous qui nous condamne à travailler coûte que coûte, même si ça détruit la planète. Il y a 30 ans, quand j'expliquais que nous fabriquons des objets fragiles exprès pour qu'ils cassent, on prenait pour un attardé, parce que j'étais en avance. Aujourd'hui, à peu près tout le monde a entendu parler de l'obsolescence programmée.
Les premiers lave-linges duraient 40 ans. Aujourd'hui, on a une fabrique qui dure 5 ans. Il en faut 8, là où un seul suffisait. On épuise la ressource, on pollue 8 fois plus, et on émet des gaz à effet de serre dans des embouteillages qui n'existeraient pas si on travaillait moins. Mais dans notre système, sans l'obsolescence programmée, le chômage exploserait. Alors, pour ne pas changer le système, il y a des petits malins qui préconisent de fabriquer fragile, oui, mais réparable. Comme ça, pas de problème. On crée de l'emploi. Et on ajoute aux embouteillages de ceux qui vont fabriquer fragile, les embouteillages de ceux qui vont réparer. Mais dans un tel système, fin du monde et fin du mois vont très vite se rencontrer. Et quand j'explique qu'il faut fabriquer solide et réparable, c'est encore moins dingue. Coluche disait, c'est parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et c'est sûr, ils sont nombreux à avoir tort. Ils croient tous impossible de changer le système. Mais c'est possible, c'est la seule solution. Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, expliquait en 2017 qu'il fallait plafonner nos émissions de gaz à effet de serre avant 2020 pour rester sous les 2 degrés d'augmentation de la température globale planétaire en fin de siècle, alors que le seuil fatidique était de 1,5 degré. Il expliquait qu'avec 2 degrés, ce seront nos enfants, ceux qui jouent aujourd'hui dans les cours de nos écoles, qui seront les victimes. Et nous sommes en 2020. Et au lieu d'avoir plafonné, comme c'était absolument vital de le faire, nos émissions de gaz à effet de serre, nous les avons augmentées, au point que le GIEC a révisé ses prévisions à la hausse, et il est passé de 2 degrés à 7 degrés d'augmentation de la température globale en fin de siècle. 7 degrés. Au départ, il fallait rester absolument, en dessous de 1,5 degré. On n'y arrivera pas, ce sera 2 degrés. 2 degrés, ce sont nos enfants, ceux qui aujourd'hui jouent dans les cours de nos écoles qui seront les victimes. Alors avec 7 degrés, d'un point de vue rationnel, cartésien, mathématique, on peut, sans aucune crainte de se tromper, dire qu'en 2050, il n'y aura plus grand monde. Et ce ne sera pas 2049, tout va bien, 2050, fin du monde. Non, non, c'est progressif et ça s'accélère. Alors oui, bien évidemment, je vais paniquer les populations. C'est même l'objectif, je veux paniquer les populations. Parce que si on veut faire bouger les choses, il faut que les gens soient un peu conscients du problème et se disent on va prendre le taureau par les cornes. Parce que je suis un doux utopiste, un doudingue, même un peu fêlé quand je dis qu'il faut changer le monde. Ou le système économique, c'est pas possible. On ne peut pas changer le monde. Et je suis probablement le seul abruti à ne pas l'avoir compris. Le seul abruti au monde à ne pas savoir qu'on ne peut pas changer le monde. Sauf que le problème actuel, c'est quoi? Ben, c'est justement qu'on a changé le monde. On en a modifié le climat jusqu'à menacer 90% de la vie terrestre d'extinction. Mais on ne peut pas changer le monde. Hein. On ne peut pas non plus changer le système. Les experts de l'économie nous disent on ne peut pas changer le système. Donc on les croit. Ils ont fait des études rébarbatives et tout, donc ils sont forcément intelligents, plus que nous. Et donc on ne peut pas changer leur système. Sauf qu'on n'arrête pas de changer le système. Quand même, on a inventé l'Europe. Ça n'existait pas, l'Europe, avant. Ils l'ont inventé. Ils ont inventé l'euro. Ils inventent des monnaies qui n'existaient pas. Mais on ne peut pas changer le système. On réforme le code du travail. On réforme les retraites. On signe des traités de libre-échange. On change tout ce qu'on veut et quand on veut. Et maintenant, on nous dit que la croissance sera verte, parce qu'on a pris conscience du problème environnemental, et donc la croissance sera verte. Et pour renflouer les entreprises qui souffrent un petit peu du confinement et des conséquences économiques, eh bien, on fait des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'aides à l'aéronautique et à l'industrie automobile. Et la croissance sera verte ou ne sera pas. Mais on se fout de, vous m'excuserez, de la gueule de qui?
ils se foutent de notre gueule, mais il faut savoir aussi qu'ils se foutent de leur propre gueule, parce que si la fin de l'humanité c'est pour 2050, ils vont pas non plus échapper. Alors, bien sûr, on ne peut pas mettre fin à l'obsolescence programmée et créer des millions de chômeurs. De la même manière qu'on ne peut pas supporter qu'un nombre incalculable de travailleurs perdent leur emploi des suites économiques du confinement. Il faut absolument préserver l'emploi. Mais seulement dans l'objectif, si c'est un emploi néfaste, de le remplacer au plus tôt par un emploi responsable. Et il faut surtout absolument sortir de ce système fou qui nous condamne à avoir un emploi pour gagner un salaire, jusqu'à devoir fabriquer des objets fragiles exprès pour qu'ils cassent, de manière à pouvoir les refaire. C'est totalement aberrant. Et tout a changé. La vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Car les riches capitalistes accepteront de payer. Ils sont en train de réaliser que même eux seront les victimes, si chacun ne fait pas sa part. Il y ait plus d'impôts, ça fait des années que des milliardaires comme Warren Buffett ou Bill Gates le réclament. Il y a encore eu un appel dans ce sens au début de l'année, lancé par 121 millionnaires et milliardaires. Leur raisonnement, c'est que les inégalités économiques ne sont bonnes pour personne, y compris les riches, parce que ça fracture les sociétés, ça menace les démocraties et même le climat, puisqu'il manque d'argent pour financer les mesures de protection de l'environnement. Alors justement, c'est ça l'avantage, c'est que la fin de l'humanité, ça risque d'être en 2050, et on peut rester sous les 1,5 degré. Et là, peut-être que ça va vous intéresser d'entendre ce que j'ai à vous dire. Il faudra d'abord que je vous prouve que les riches, c'est véritablement eux qu'il faut réussir à convaincre. Et c'est tout à fait faisable, puisque on va tous y passer. Ce graphique de Lucas Chancel et Thomas Piketty montre que plus on est riche et plus on pollue. Nous constatons que les 10% des Américains les plus riches émettent 84,5 tonnes de CO2 à eux seuls, alors que les 90% d'Américains restants émettent 3,6, plus 10,9, plus 24,2 tonnes, ce qui fait un total de 38,7 tonnes. Les 10% les plus riches des Américains émettent donc plus de 66% des pollutions américaines, plus des 2/3. Et les 10% des Français les plus riches émettent, quant à eux, près de 58% des pollutions françaises. Il est plus que probable qu'à l'échelle mondiale, les 10% les plus riches émettent plus de 50% des pollutions. Sachant que plus on est riche, plus on pollue, les hyper riches, propriétaires de jets privés et pour certains riches au point de l'être plus que de petits États, sont hyper responsables des pollutions. Et que nous ne sauverons pas la planète si nous ne dissuadons pas les plus pollueurs de polluer. À l'échelle planétaire, l'immense majorité des plus pauvres, qui ne gagnent que quelques euros par jour, ne peut pas réduire sa consommation. Il sera plus facile aux plus riches des plus riches de supprimer l'inutile qu'aux plus pauvres de tous de supprimer ce qui leur est vital. Le problème, c'est que dans notre système, on a besoin de l'investisseur, puisqu'il faut créer l'emploi. Et donc, il faut qu'il puisse faire le plus de fric possible. Alors, il ne faut pas lui déplaire, et donc ne pas le faire crouler sous les impôts. Donc, le moins d'impôts possible. Et il faut lui trouver une main-d'œuvre qui soit travailleuse et bon marché, qui soit prête à travailler toujours plus et à gagner toujours moins pour rester compétitive. Alors forcément, si on ne peut rien demander aux 10% les plus riches, ben, c'est à nous de faire l'effort. Il faut faire des petits gestes. Fermer le robinet en se brossant les dents, pendant que les riches californiens arrosent des hectares de gazon rien que pour jouer au golf. À Dubaï, on skie sur des pistes réfrigérées par plus de 40 degrés à l'ombre. Je vous dis pas l'électricité. Et nous, faut fermer la lumière en sortant de la pièce. Mais si on veut, nous tout seuls, sauver l'humanité, la lumière, nous, faut pas l'éteindre, faut plus jamais l'allumer. Comme ça, ils pourront skier à Dubaï.
Vous aurez beau aller acheter à l'épicier du coin des poireaux bio élevés en jardinière en plein centre-ville, vous aurez beau ne plus jamais prendre ni le train, ni la voiture, ni l'avion, vous aurez beau ne plus jamais manger de viande et ne plus faire aucun déchet, les 10% les plus riches continueront toujours à polluer la planète de façon absolument insoutenable. La seule et unique solution, c'est de les dissuader, eux aussi, de tant polluer et d'en profiter pour financer la transition écologique. Et c'est tout à fait possible, et nous allons l'expliquer, parce que c'est ce à quoi parvient la dissuasion incitative. Le principe en est basique et simple, mais d'une efficacité inégalable. Il consiste à instaurer des taxes progressives, payées par le consommateur sur l'achat de produits néfastes, que l'on rend intégralement à tout ce qui est positif. C'est le vieux principe de la carotte et du bâton qui a largement fait ses preuves. On n'invente rien. Sanctionner ce qui est mal et récompenser ce qui est bien. Rien ne saurait être plus performant. Vous avez mieux, vous? Permettez-moi d'en douter. Le principe, bien qu'élémentaire, simple et basique, trouve son efficacité dans la rigueur de sa conception. Pourquoi une taxe sur la consommation? Pourquoi une taxe progressive? Pourquoi une taxe rendue intégralement? Pourquoi une taxe sur la consommation? Plus on pollue en consommant, plus on paie. Quoi de plus équitable? Les 10% les plus riches qui émettent 50% des pollutions car ils consomment plus, paieront pour 50% des pollutions. Le prélèvement n'est plus effectué sur le travail, mais sur la nuisance au bien commun le plus précieux de l'humanité actuelle et future, la nature et l'environnement. C'est un bouleversement de la notion d'impôt. L'agriculteur qui nourrit ses semblables, l'infirmier qui nous soigne, l'ouvrier textile qui nous habille, le maçon qui construit notre maison, sont actuellement imposés sur le service qu'ils nous rendent par leur travail. Où est la logique? C'est détruire l'environnement qu'il faut sanctionner par l'impôt. Sans réforme structurelle, nous passons dans un autre monde. L'exemple du glyphosate est explicite. Interdire le glyphosate au seul agriculteur français, c'est lui tirer une balle dans le pied face à la concurrence étrangère. Contrairement, les taxes à la consommation de produits glyphosate toucheront aussi nos importations pour n'être rendues intégralement qu'en France, en aides et subventions à la transition, à la consommation de produits vertueux ou à la recherche verte. Le handicap devient un avantage. Pourquoi une taxe progressive? Parce qu'interdire incite à attendre la date butoir pour, sans solution, la reporter sans fin. Contrairement, dès l'annonce de l'instauration d'une taxe progressive payée par le consommateur, l'agriculteur sait que son produit finira par être hors de prix et donc invendable en France. Il devra réagir au plus tôt. Si l'agriculteur s'oriente vers une agriculture responsable, il sera aidé grâce aux taxes. Insignifiantes au début car progressives, mais perçues sur un grand nombre de produits, elles généreront des gains conséquents. S'il choisit le glyphosate, les taxes progressives rendront son produit invendable en France et l'agriculteur devra exporter. Il augmentera l'offre de produits au glyphosate sur les marchés étrangers, ce qui en fera baisser les prix et donc la rentabilité. On dissuade ainsi d'utiliser le glyphosate, même chez nos concurrents. De plus, avec la dissuasion incitative, la France taxe ses importations de glyphosate, alors que ses exportations de glyphosate ne le sont pas. Devant cette concurrence quasi déloyale, les pays étrangers n'auront pas d'autre choix que d'adopter eux aussi la dissuasion incitative. La méthode consiste à mettre en œuvre la dissuasion incitative uniquement en France et seulement sur un produit tel le glyphosate pour en démontrer l'hyper-efficacité et constater qu'elle se propagera d'elle-même à la concurrence étrangère. Il sera alors possible de l'appliquer à toute nuisance environnementale à l'échelle européenne puis mondiale. Le principe se propage à la concurrence.
Dissuader de détruire la planète permet de trouver les fonds pour la soigner. Chacun doit contribuer selon son impact et sa capacité financière. Même les 10% les plus riches qui émettent 50% des pollutions. C'est la seule solution acceptable car équitable et la plus probablement efficace pour le salut de tous. La hausse probable annoncée de la température globale de 7 degrés en fin de siècle confirme que nous perdons la guerre du climat. Nous n'avons pas actuellement de solution connue mise en œuvre. Grâce à la dissuasion incitative, chacun acceptera de faire sa part car tous les autres feront leur part. C'est ça ou périr. Répétons-le, les riches capitalistes sont en train de réaliser que même eux seront les victimes. Pourquoi une taxe rendue intégralement ? Les taxes actuelles sur les carburants sont le parfait exemple d'une taxe progressive sur la consommation de produits néfastes. C'est la partie dissuasion de la dissuasion incitative. Si efficace que l'appliquer comme le fait notre gouvernement donne naissance aux gilets jaunes qui ne peuvent plus acheter de carburant mais ne peuvent pas s'en passer. Comme nous, ils sont déjà taxés sur le carburant qu'ils achètent. Mais ils ne peuvent pas payer plus. Ils font déjà leur part. Le gouvernement répond en gelant la taxe. Le manque à gagner est énorme. Contrairement, la dissuasion incitative incite. Elle avance le coût de la nouvelle taxe, avant de la prélever, à celui qui autrement ne pourrait pas la payer. Il peut ainsi continuer à acheter du carburant, et donc payer les taxes déjà existantes, sauf celles de trop. Ça ne coûte rien à l'État, c'est un prêté pour un rendu. Chacun contribue selon ses moyens. Tant qu'on peut payer, on n'est pas remboursé, mais on sauve la planète. Les taxes non remboursées, payées un peu par les gilets jaunes et d'autant plus que l'on a les moyens de polluer, touchent de moins en moins de personnes, mais augmentent sans cesse et vont intégralement à la préservation de l'environnement. Chacun paie selon ses moyens et son impact environnemental. Le principe est finement régulé par le choix de la vitesse de progression des taxes, suivant l'urgence climatique et les progrès technologiques de substitution. Tout est parfaitement sous contrôle. Nous disposerons de sommes colossales pour planter non pas des arbres mais des forêts et nettoyer les océans des plastiques et autres pollutions. Les emplois créés par l'économie verte remplaceront ceux de l'obsolescence programmée. Le produit subventionné de qualité sera moins cher que le mauvais produit taxé. La compétitivité change de camp. Rien de néfaste ne sera plus rentable. Tout profit, toute croissance seront responsables. Nous financerons toutes les nécessités. Il faudra des milliards de milliards pour nettoyer les océans, investir dans la recherche verte ou créer les emplois responsables. L'argent, il faudra bien le récupérer là où il est, dans la poche des plus riches. Ce sont eux qui polluent le plus, et ils sont les seuls à pouvoir payer. Si on prend aux plus riches pour financer la transition écologique, on réduit la fracture sociale pour sauver la planète. C'est ça, la dissuasion incitative. Mais vous me direz que les puissants ne porteront pas une idée qui réduit l'injustice. Peut-être. Et ils s'opposeront encore moins à la seule solution qui leur sauvera la vie, ainsi qu'à leurs enfants. Aujourd'hui, ils le savent. Ils n'auront pas le temps d'aller s'installer sur Mars. Les scientifiques nous le disent, le réchauffement climatique ne sera pas de 2 degrés en fin de siècle, mais de 7 degrés. C'était déjà catastrophique, 2 degrés. Mais avec 7 degrés, il est plus que probable que déjà en 2050, il n'y aura pratiquement plus personne. La chose fondamentale dont il faut absolument tenir compte est que plus on est riche et plus on pollue. Puisque ce sont les plus riches qui émettent la plus grande quantité de gaz carbonique et que, globalement, ce sont les plus riches qui polluent le plus, au point que, à quelques-uns, relativement rares, ils arrivent à polluer plus que le reste de l'humanité tout entière, il est bien évident que c'est sur ces quelques-uns qu'il faut véritablement réussir à agir. N'est-il pas absurde de mettre toute son énergie à vouloir boucher les trous les plus minuscules d'un seau, et surtout, ne pas vouloir s'intéresser aux énormes trous, parce qu'ils sont moins nombreux.
Bien sûr, il faut dissuader chacun de polluer. C'est ce que fait la dissuasion incitative. Mais il faut aussi, et surtout, dissuader les plus riches qui polluent le plus. Ça aussi, la dissuasion incitative le fait. Mais nous croyons qu'il est tout aussi impossible de faire payer les riches que de changer le monde ou de corriger notre système économique. Mais vous m'excuserez, une fois de plus, ce qui est impossible, c'est de continuer à croire à toutes ces foutaises. Bien sûr que si, il est possible de faire payer les riches. Preuve en est que ce sont eux qui demandent à payer plus. On a déjà vu ce genre de choses par le passé. Enfin, on a vu George Soros déjà tenir le même genre de propos, Chris Hugh, qui est un cofondateur de Facebook, exactement la même chose, Warren Buffett, qui est un grand habitué. Warren Buffett dit en 2010, il y a un petit problème, je paye un taux plus bas d'imposition que ma femme de ménage. Il dit pas que je paye moins d'impôts, mais je paye un taux plus bas d'imposition que... Alors, faisons-les payer. Mais de la meilleure manière, celle de la dissuasion incitative. Si on met des taxes sur la consommation de produits polluants, ce sont les plus riches qui seront le plus taxés. Donc on arrive au même résultat qu'un impôt sur la fortune, à la différence majeure et fondamentale que simultanément, on dissuade les plus riches de polluer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, puisque la dissuasion incitative taxe la nuisance environnementale, elle est parfaitement équitable et donc totalement acceptable par tous. On sait que quand on fait un choix fiscal, la clé c'est le consentement. Contrairement à notre gouvernement qui délie les cordons de la bourse pour compenser les effets économiques néfastes du confinement, et donc qui creuse la dette, la dissuasion incitative remplit les caisses de l'État grâce aux taxes et donc grâce à l'impôt. Il n'y a pas de dette, il n'y a rien à rembourser. Nous disposons de sommes colossales pour la transition écologique. Ce sera d'une efficacité redoutable. Et il faut une efficacité fulgurante, puisque l'urgence est dramatique. 7 degrés en fin de siècle, nous n'avons plus le temps de perdre quelque temps que ce soit. Et quoi de plus efficace que la dissuasion incitative? Un des atouts de la dissuasion incitative, c'est que chacun contribuera à hauteur de sa responsabilité. Je ne pourrais pas, moi, réduire mes pollutions aussi facilement qu'un hyper riche qui renoncerait à son jet privé. Le petit geste d'un hyper riche sera infiniment plus efficace qu'un effort immense de la part de milliers de personnes moins aisées. Avec la dissuasion incitative, un hyper riche qui consommerait très peu, polluerait très peu, et donc serait très peu taxé. L'objectif est de réduire les pollutions environnementales et d'en profiter pour financer la transition verte, tout en réduisant la fracture sociale. Ce qu'il faut supprimer, ce sont les pollutions et la misère, pas la richesse. Et qu'importe que vous soyez dans les 10 ou les 5%, ou même les 50% les plus riches, ou les plus pauvres, chacun paiera selon sa responsabilité. Sachez que les efforts qu'il vous faudra consentir seront bien moindres que ce que vous craignez. La simple suppression de l'obsolescence programmée, qui concerne les objets fragiles conçus pour casser, mais aussi les modifications esthétiques ou technologiques inutiles destinées à forcer les ventes, auront un impact gigantesque sur la préservation de la ressource, les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, tout en augmentant notre niveau de vie. La nuisance étant taxée, une multitude de comportements ou d'objets néfastes pour l'environnement mais totalement inutiles, comme par exemple les publicités lumineuses, si j'ose dire, s'éteindront d'elles-mêmes ou disparaîtront, et par la même occasion, augmenteront notre confort de vie. À plus ou moins long terme, le prélèvement de l'impôt évoluant, nous n'aurons plus à créer l'emploi. Nous dissocierons le revenu du travail. Admettez que dans cette vidéo, de nombreuses vérités essentielles ont été dites,
et des vérités qui contestent des idées reçues totalement fausses, que personne ne conteste jamais, mais qui sont fondamentales si l'on veut sortir de ce système de fous. 7 vérités pour déconstruire l'idée reçue. Les forces de gauche rendent le pouvoir financier invincible en défendant l'emploi. On peut changer le monde. Preuve en est que nous en avons changé le climat. On peut changer le système. Preuve en est que nous le modifions sans cesse. Les riches accepteront de moins polluer. Ils réalisent déjà qu'ils seront eux aussi victimes. Les riches accepteront de payer. Ils seront de plus en plus nombreux à le demander. Personne ne s'opposera. On ne punit pas les riches, on sanctionne la nuisance environnementale. On peut supprimer la misère, puisque c'est pour sauver la planète. La vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui, puisque le réchauffement climatique menace l'humanité tout entière si chacun ne fait pas sa part. Même les riches accepteront de payer. Puisqu'avec la dissuasion incitative, nous pouvons obtenir des milliards de milliards pour remplacer au plus tôt l'emploi néfaste par de l'emploi vertueux et supprimer l'obsolescence programmée, nous pouvons sortir du réchauffement climatique, des pollutions et de la fracture sociale. Persister à défendre l'emploi pour l'emploi, même s'il est destructeur de l'environnement, tout comme persister à vouloir donner une seconde vie à des objets conçus pour casser alors que l'on peut fabriquer solide, serait totalement absurde, irresponsable, et nous rendrait criminels. Alors, si vous militez dans un syndicat, dans un parti politique de gauche ou de droite, dans une association ou une ONG de défense de l'environnement, faites savoir que la solution existe, que nous pouvons mener à bien tous les combats humanistes. Nous ne sauverons pas la planète de gauche ou de droite. Nous ne sauverons pas l'avenir de nos enfants de gauche ou de droite, en étant de gauche ou de droite, ou en remplissant des bouteilles de mégots. Même les riches capitalistes seront les victimes. Et si vous êtes engagés dans des associations ou des ONG qui militent pour l'environnement, pour le social ou pour les deux, faites savoir à vos responsables que la solution existe et qu'il faut au plus vite propager l'idée. Le temps des petits gestes ou de la défense de l'emploi est révolu. Si vous avez compris que les ultra-riches étant les plus pollueurs, l'unique solution est de les dissuader de polluer, mais que vous avez du mal à réaliser que la dissuasion incitative est la meilleure des solutions, comprenez que si vous n'avez rien d'autre à proposer pour dissuader les plus riches de polluer, alors soyez-en certains, la dissuasion incitative n'est pas la meilleure solution. Elle est la seule et unique solution. Si vous voulez en avoir la certitude absolue, vous pouvez chercher la faille pendant des siècles. Mais nous n'avons plus des siècles. Alors, mieux vaudrait essayer d'admettre l'évidence rationnelle que la dissuasion incitative, ça marche, plutôt que de refuser d'y croire. Merci de signer notre pétition et de tout faire pour que l'idée puisse se répandre. Bel avenir à toutes et à tous.